Moi, ma passion dans la vie, c'est scroller. Je me réveille, je scrolle. Je me couche, je scrolle. Je like, je repartage, je commente même parfois. Chaque nouvelle vidéo me fait vibrer pour 5 secondes de plaisir avant de passer à la suivante. J'aime les blagues, les personnes qui chantent, qui dansent et celles qui écrasent des petits morceaux de sable en mode ASMR. On peut définir qu'est-ce que c'est un comportement problématique, c'est de continuer à faire quelque chose qui nous donne pas de plaisir et dans certains cas, en fait, qui limite, et qui a des conséquences même négatives. Pourquoi est-ce que j'aime scroller? Je ne sais pas. Je pourrais arrêter si je voulais. Enfin, du moins, je pense que je pourrais. La tête dans les données? Parce que la science, ça fait rêver. La voix que vous avez entendue plus tôt, c'est celle de la professeure Eva Poul. Eva a obtenu un doctorat en psychologie à l'Université de Genève et elle a ensuite continué ses recherches avec un post-doctorat à Caltech aux États-Unis. Elle étudie les mécanismes psychologiques et neuronaux des comportements de recherche de récompense. Et sa spécialité, c'est de combiner des modèles mathématiques et des théories issues de l'expérimentation animale pour l'appliquer à l'humain. En résumé, Eva, c'est un mélange entre une geek des mathématiques et une psychologue brillante, et vous allez voir, le résultat est fascinant. Bonne écoute. Alors Eva Poul, merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à La tête dans les données. Merci beaucoup de m'avoir invitée, c'est une honneur. Alors on commence toujours nos émissions par une petite fake news à débunker ou pas. Mmh. Et aujourd'hui, on va te demander ce que tu pensais de la phrase «On est tous addicts à Instagram». Je suis pas sûre du tout qu'on est tous addicts à Instagram, surtout que c'est en fait mon champ, d'étude de voir les différences interindividuelles. Sans doute, il y a des individus qui sont plus addicts à Instagram, ou d'ailleurs à d'autres médias sociaux, que d'autres qui ne le sont même pas du tout. On a un petit peu parlé d'addiction. Est-ce que tu pourrais nous présenter ce que c'est que le circuit de la récompense et pourquoi est-ce que l'évolution nous a dotés de ce circuit de la récompense? Oui. Alors, le circuit de la récompense, c'est en fait un réseau assez large dans le cerveau qui implique plusieurs régions qui sont des régions corticales sur la surface du cortex et des régions sous-corticales qui se situent au cœur du cerveau, qui ensemble font en sorte qu'on apprenne à répéter, certaines actions qui ont été associées avec la délivraison d'une récompense, donc de quelque chose qui est, agréable et qui ça nous donne du plaisir. Donc en gros, c'est un circuit qui s'implique et dans l'affectivité, donc dans l'expérience de quelque chose d'agréable et dans la motivation, dans le fait de investir de l'effort pour chercher, cet événement agréable et dans l'apprentissage pour faire en sorte que ces actions qui nous ont conduits à la récompense sont plus souvent sélectionnées par rapport aux actions qui nous ont pas conduit à la récompense. Et donc en fait, quand tu expliques ça, en fait, on se rend compte que le rôle du coup de l'expérience, il est énorme en fait dans le modèle qu'on se fait de notre environnement parce qu'au final, c'est ça qui va déterminer nos actions. Donc en fait, enfin, j'imagine que justement quand on apprend toutes ces choses, il y a énormément de facteurs qui peuvent venir influencer, comment on va, percevoir ces expériences et comment du coup ça va, former notre, circuit de la récompense. Est-ce que tu saurais me dire du coup des certaines, vulnérabilités peut-être que certaines personnes ont ou certains types d'expériences qui peuvent avoir, du coup un effet ou un autre sur ce processus? Et alors il y a diffé juste si on reprend, la question, il y a la partie où on apprend par expérience directe avec l'environnement, et ça, c'est une manière d'apprendre et après, cela dit, c'est une manière extrêmement importante, surtout à l'enfance et plus le cerveau se développe, plus on est capable de, apprendre sans forcément passer par une expérience directe avec l'environnement. Donc on peut apprendre en regardant les autres. On sait en fait que, quand on s'intéresse aux différences interindividuelles, on peut, aller voir ces différences interindividuelles dans des mécanismes extrêmement simples. Typiquement, on sait que dans l'apprentissage associatif primaire, dans lequel tout simplement on apprend, à associer un stimulus avec une récompense, il y a des différences interindividuelles qui émergent déjà à ce stade-là
qui sont extrêmement importantes. Et en fait, on sait que ces différences interindividuelles peuvent émerger déjà on les observe dans des organismes très simples. Donc, on les observe chez typiquement des rats. On voit déjà qu'il y a des différences interindividuelles dans cet apprentissage extrêmement primaire en fait, qui représente une brique fondamentale dans laquelle, qui construit notre vie affective. Hem et en fait, on sait aussi que ces différences interindividuelles, non seulement influencent la manière où on pense, la manière où on investit l'effort et la manière où on prend des décisions, mais ont aussi des liens très importants pour le développement de ce qu'on dit des comportements problématiques de recherche de récompense. Et typiquement, ce qui est étudié, largement, c'est les addictions à la substance. Mais maintenant, on a l'idée que ces différences interindividuelles, en fait, heu, peuvent sous-tendre non seulement les addictions aux substances, mais aussi les addictions comportementales ou d'autres types d'addictions qui peuvent se manifester différemment chez un individu ou l'autre, selon son parcours de vie, sa socialisation, son environnement. Mais donc du coup, tu parles d'apprentissage associatif. Déjà, est-ce que tu peux, nous expliquer qu'est-ce que c'est, en fait? Et comment est-ce qu'on voit ces différences, dans ce type d'apprentissage? Donc l'apprentissage associatif, c'est, un type d'apprentissage qui est assez quand même connu dans la population, et dans l'imaginaire commun avec les études de Pavlov. Donc le chien de Pavlov, c'est le cas classique des premières études qui s'intéressent à cet apprentissage, associatif, dans lequel typiquement on a un stimulus neutre, le son d'un métronome, qui est associé avec la délivraison de la récompense et là, c'était de la nourriture. Et en fait, on pouvait dans ces premières études voir qu'en appariant de manière systématique, l'événement neutre avec la livraison de la récompense, il y avait ce qu'on appelle des réponses conditionnées. Donc la salivation, qui passait de, la nourriture au métronome. Maintenant, dans ces études-là, ce que les gens savent pas et ce qui n'est pas vraiment dans l'imaginaire commun, c'est que, ces chiens étaient complètement restreints, donc ils n'avaient pas l'habilité de bouger. Ils étaient, bloqués et ils étaient des spectateurs passifs et ce qu'on mesurait, c'était la salivation. Les études suivantes, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à faire des études similaires où les animaux étaient libres de bouger. Et donc, à ce moment-là, ce qu'ils ont commencé à remarquer, c'était, ces différences, interindividuelles qui émergeaient et chez, des chiens, chez des pigeons et chez des rats. Et en fait, les différences qui émergeaient, c'était qu'il y avait clairement différents types de comportements. Typiquement, il y avait des chiens que dès qu'ils entendaient le son du métronome, ils allaient approcher le métronome, comme si le métronome avait acquis de la valeur. Et puis quand le métronome a arrêté de sonner, pouf, ils allaient là où ils s'attendaient que la nourriture était délivrée. Et il y avait d'autres, animaux que dès qu'il y avait le son de métronome, ils ignoraient complètement le fait qu'il y avait un métronome et ils allaient directement là où la nourriture était délivrée. Donc, là, on peut déjà voir que, et c'était déjà très tôt dans l'étude de l'apprentissage affectif, que des phénomènes, des phénotypes, en fait, commencent à émerger dès qu'on laisse la liberté aux individus de bouger. Et justement ça, ils ont vu ça chez les rats, chez les pigeons et puis chez les chiens. Et les études chez les rats se sont penchées un peu plus sur la question de qu'est-ce que ça signifie, en fait, de voir ces différences, d'apprendre de différentes manières à faire une association, tellement simple. Donc est-ce que cela a des conséquences sur la manière où on est vulnérable typiquement aux addictions? Et là, ce qu'il voyait, c'était que en fait, le sous-type qui, approchait le stimulus neutre, c'était, le sous-type qui était aussi plus vulnérable à développer des addictions à la cocaïne qui étaient induites en laboratoire.
Et en fait, ça, c'est un peu le terrain qui a ouvert, l'intérêt, en fait, de différents chercheurs, donc moi d'ailleurs, à voir qu'en fait, qu'est-ce qui fait en sorte que quels sont les mécanismes? Comment en fait, au niveau comportemental, on voit ce 2 types de phénotypes, mais dans la tête de ces animaux, ces individus qui se comportent de manière différente, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, est-ce que en fait, on peut s dire que, on ce on représente une vulnérabilité chez, des animaux représente aussi une vulnérabilité chez, des êtres humains? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est une vulnérabilité spécifique à un certain type de récompense ou est-ce que, c'est à différents types de récompenses? Mais ouais, en fait, ce que je trouve, super intéressant avec ça, c'est que, enfin, le chien de Pavlov, ça a quasiment 100 ans. Enfin, c'est une chose très vieille et en fait, ça reste vraiment super actuel, quoi. C'est du coup, vraiment un truc qui est encore étudié en ce moment, donc je trouve ça assez fascinant. Du coup, tu parles un peu de d'addiction, mais donc en fait, enfin, tu nous parles du coup des circuits de la récompense et en fait, est-ce que l'addiction, du coup, c'est simplement, en fait, un déséquilibre de système? En fait, comment est-ce qu'une addiction se crée? Comment on en arrive là? Oui, je pense que, c'est un gros débat. Parce que dans la littérature, on pense tous d'avoir, découvert le mécanisme qui amène aux addictions. Donc, il y a différentes propositions. Typiquement, dans l'apprentissage de la valeur, on propose différents mécanismes en disant: «C'est le mécanisme qui amène à l'addiction». Et en fait, personnellement, moi, je pense que, il y a différents il y a plusieurs routes qui peuvent amener à l'addiction. Et donc ce qui, fait en sorte que c'est le rôle de psychologue extrêmement importante parce qu'avec une même, symptomatologie, on peut avoir des mécanismes sous-jacents à ces symptômes qui peuvent être extrêmement différents d'un individu à l'autre. Et donc le fait de savoir quel est le mécanisme sous-jacent pour cette personne-là, est extrêmement importante pour après, intervenir et choisir l'intervention spécifique. Donc en gros, ouais, je pense qu'il y a vraiment, et si on s'intéresse aux mécanismes, il y en a plusieurs mécanismes qui peuvent, faire en sorte qu'on a des comportements dysfonctionnels. Et en fait, il y a un nombre connu de ces mécanismes-là? Ou bien est-ce qu'il y a autant de mécanismes qu'il y a d'individus? Non, alors il y a sans doute des candidats, qu'on commence à connaître assez bien. Heu, Typiquement, c'est, une candidat, c'est, quand on donne de la valeur, est-ce qu'on se représente la récompense avec toutes ses propriétés et on accède à cette représentation cognitive et sur la base de cette représentation cognitive, de manière flexible, on guide le comportement? Ou est-ce qu'on rentre dans un type d'apprentissage plutôt rigide, dans lequel on voit, les stimuli associés avec ces récompenses et on met en route des routines, qui sont rigides et puis qui ne dépendent plus, en fait, de la valeur actuelle de cette récompense. Donc le rôle des comportements rigides habitudinaires, type habitude est, un candidat très important. Après, il y a aussi, tout ce qui est lié à l'affectivité. Donc il y a sans doute, des mécanismes qui sont, en lien au fait d'utiliser certains types de comportements récompensants pour allévier, un certain état négatif. Et après, il y a aussi, tous ces mécanismes pavloviens, qui peuvent faire en sorte que le comportement de décision est, dévié. Donc que ce circuit vient dévier vers, une récompense, qui devient dysfonctionnelle. Et encore une fois, autre candidat possible, il y a des dissociations entre le plaisir et la motivation qui sont en lien avec la définition de l'identité de soi. Donc, typiquement, on peut imaginer, on le voit assez souvent dans les addictions aux substances, que la substance en elle-même, elle est plus plaisante, mais elle est très importante pour la définition de qui suis-je. Donc je suis un fumeur, je suis un addict, et là, en fait, dès qu'on se définit comme ça, les propriétés, hédoniques qui généralement nous donnent quand même un signal d'apprentissage, perdent complètement leur, rôle d'enseignement, Ouais, oui, OK. leur rôle d'enseignement, en fait, il est et on se laisse sur ces boucles qui s'auto-renforcent.
Donc là aussi, ce qui est, donc dans ces mécanismes-là, on a vraiment plusieurs candidats qui peuvent être en jeu et qui peuvent être en jeu de manière différente selon les individus. Voilà, donc en fait, si je comprends bien ce que tu dis, d'une certaine manière, le problème aussi vient quand on n'est plus en train de rechercher la récompense elle-même, mais de faire justement le comportement indépendamment de la récompense, d'une certaine manière. Dans certains oui, sans doute. Dans ce cadre-là, il a quand même encore la récompense. Elle a perdu ses propriétés affectives, mais pas ses propriétés de pertinence. Donc, elle reste pertinent, mais pas plaisant. Et du coup, aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de comportements qui peuvent être addictifs, par exemple, les réseaux sociaux ou bien, la nourriture, Instagram. Est-ce qu'on parle vraiment d'addiction dans ces cas-là? Alors, c'est débattu. Il y a énormément de débats pour, quand et où on a le droit d'utiliser le nom, l'étiquette d'addiction. Typiquement, l'étiquette d'addiction demande, des états de maintenant j'ai besoin de votre aide, withdrawal, Manque? manque physiologique. Donc il faut des états de manque physiologique et si avec les substances, ces états sont très faciles, à mettre en avant, avec les addictions comportementales, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, par contre, on peut sans doute parler de quand les comportements de recherche de récompense peuvent devenir problématiques et ça, en fait, on peut définir qu'est-ce que c'est un comportement problématique? C'est de continuer à faire quelque chose qui nous donne pas de plaisir et dans certains cas, en fait, qui limite, et qui a des conséquences même négatives. Et donc avec une définition, plus, ample, on peut quand même regrouper et voir qu'il y a des commun des comportements qui sont tout à fait problématiques, sans forcément avoir exactement les mêmes caractéristiques physiologiques qui sont en lien avec l'addiction aux substances. Et moi, je pense que là, c'est largement suffisant pour éventuellement se dire qu'il y a besoin d'avoir une intervention ou de prendre conscience d'un problème. Mais parce que du coup, en fait, quand on parle d'addiction, par exemple, à la cocaïne, à la nourriture, on se rend bien compte quelle est la substance, qui nous rend addict. Par contre, dans les réseaux sociaux, en fait, c'est quoi, du coup, le truc qui nous rend addict? Alors, il y a plusieurs caractéristiques et c'est ça, en fait, qui rend, particulièrement difficile l'étude des réseaux sociaux parce que c'est multicomponentiel. Donc, il peut y avoir, donc sans doute, le mécanisme, c'est que quelque chose que quand on l'ouvre, ça nous donne de plaisir. Donc ça, c'est, la raison qui nous fait en sorte qu'on continue à l'ouvrir et le plaisir qu'on peut avoir peut être multicomponentiel. Il y a sans doute une partie sociale, donc il y a une partie, de plaisir social, du contact avec l'autre, de l'échange avec l'autre et il peut aussi y avoir une partie qui est purement esthétique ou liée à des intérêts particuliers et même la combinaison de tout. Donc l'utilisation peut, le plaisir est il y a différentes facettes. Donc ce qui rend en fait, un peu plus difficile, d'identifier exactement quel est l'ingrédient, qui fait en sorte que c'est une expérience récompensante. Donc c'est pas le sucre, la substance, mais d'ailleurs, donc dans l'addition aux substances, c'est aussi très souvent multicomponentionnel? Mmh, multicomponentiel? Il Multicomponentiel. y a plusieurs composants. Plusieurs composantes. Donc c'est souvent le cas. Donc Ouais. les débuts des addictions, c'est souvent en groupe et il y a aussi un aspect social en plus que la substance. Donc après, il y a encore une propriété, très spécifique des médias sociaux, c'est la possibilité d'être accessible, en permanence. Donc la possibilité en fait et ça c'est très spécifique, aux médias sociaux. C'est que, en fait, c'est pas seulement moi que je cherche, mais c'est mon appareil qui me cherche. Et là, en fait, c'est vraiment une nouvelle spécificité qui peut-être a un ingrédient un peu différent par rapport en addiction qu'on pourrait avoir en substance, où oui, ça se pourrait qu'il y a un dealer qui est particulièrement embêtant qui me cherche, mais généralement, c'est dans l'autre sens. Et là, en fait, même, c'est en permanence. Donc, c'est la nuit, c'est le jour, c'est pendant le travail. On a accès aux notifications, elles peuvent être silencieuses, elles peuvent être en vibration. Donc, elles ont un accès à nous perturber dans l'activité qu'on est en train de faire, qui est très, très particulière à cette nouvelle manière de fonctionner.
Après aussi, une chose avec les réseaux sociaux, enfin Instagram, ça fait longtemps que c'est là et ça a quand même beaucoup changé. En fait, au début, c'était beaucoup plus lent et à la fin, on arrivait au bout de notre fil enfin du feed du coup et c'était terminé. Et en fait, maintenant, autant sur Instagram que sur TikTok, il y a beaucoup de mécanismes qui ont été mis en place pour que tout soit beaucoup plus rapide. Il y a énormément de vidéos, il y en a à l'infini. En fait, comment est-ce que, du coup, ces petits mécanismes de, ben, je sais pas, que tout aille vite, qu'on reçoive beaucoup de notifications et tout ça, comment ça va encore venir, potentialiser, en fait, cette réponse du circuit de la récompense? Donc, si on prend les notifications, on connaît assez bien quel est le mécanisme. C'est-à-dire, c'est des notifications qui sont nôtres, qui ont acquis, en fait, des propriétés affectives par l'association et en fait, c'est, comme avoir des stimulations dans l'environnement qui, nous sollicitent. Et en fait, on sait que, dans tout type de comportement addictif, ces types de qu'on appelle de cues dans l'environnement sont très susceptibles à induire des reshoots. Donc en gros, le taux de reshoot de quelqu'un qui essaye à ne pas utiliser ces applications avec des notifications, et se met dans des conditions d'échec, qui en fait, sont claires. C'est, d donc là, c'est vraiment quelque chose, qui joue sur des mécanismes associatifs et affectifs, pour maintenir et puis de demander, exiger l'attention et l'action et l'effort de l'utilisateur. Donc ça, on le sait très bien. Après, c'est aussi des dynamiques attentionnelles. En fait, on sait que, typiquement quand on continue à proposer, de nouveaux contenus, c'est pour garder l'attention, donc pour éviter les processus de satiation. Et ce qui est intéressant, et aussi nouveau, c'est que, dans ce type, des applications, on peut en fait adapter, ces nouvelles propositions, pour faire en sorte qu'elles soient pertinentes sur la base de comportements passés. Donc, là encore, on donne, on propose de nouvelles récompenses. Hem et en fait, on induit le fait de rester parce qu'on arrive à proposer de nouvelles récompenses qui sont, heu, très probablement, pas toujours, hein, pertinentes pour la personne qui regarde. Et donc ça, encore une fois, ça capture et ça, on le sait, en fait, les stimuli qui sont pertinents d'un point de vue affectif capturent l'attention et sont très forts pour la maintenir. Donc, il y a quand même des caractéristiques dans, le fonctionnement de ces applications qui hantent, le potentiel pour, devenir, plus problématiques que d'autres. Il y a une certaine croyance que j'entends assez souvent, c'est qu'on est dans une société qui est de plus en plus addict. Peut-être parce que justement on a plus, de propositions, que ce soit au niveau des substances, mais aussi au niveau des comportements. Qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce qu'on est dans une société de plus en plus addict ou est-ce que ce serait aussi une fausse croyance? Il faudrait alors c'est difficile quand on parle de problèmes de santé mentale, de faire des comparaisons en fait, qui tiennent la route dans le temps. Tout simplement parce qu'on a des questions d'accès qui sont très différentes. Donc, on a sans doute beaucoup plus d'accès, on a sans doute beaucoup plus attention, à ce genre, de problématiques. Pour, les addictions en tant que telles, je pense pas. Donc pour les addictions aux substances typiquement, ou des addictions à la nourriture, hem, je suis pas certaine, que, on voit des trends, qui, montrent une augmentation, très importante. Par contre, c'est vrai, et c'est en réflexion à faire, c'est que, bon, addict, on ne sait pas, mais problématique, on peut se poser la question. Typiquement, on peut se poser la question de comment, on investit le temps libre qu'on a, par rapport au plaisir que ça nous donne. Et c'est vrai que comme on faisait la réflexion avant, on passe énormément de temps, face aux écrans et l'utilisation des écrans, c'est pas forcément mauvaise en tant que telle, mais d'avoir la réflexion, de voir si ça continue à donner du plaisir ou si on rentre dans des mécanismes possiblement problématiques, c'est une question ouverte. Heu, je pense que là, c'est ce qu'on discutait avant, c'est des mécanismes qui sont extrêmement nouveaux. Il y a 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, ça existait même pas.
Donc, on est vraiment dans un domaine de recherche, avec ces nouvelles technologies qui va très vite, qui a des influences, très profondes et qui demande en fait de faire en réflexion scientifique sur quelque chose qui va vite et la réflexion scientifique, elle généralement demande du temps. Donc, hem, on ne sait pas. Et moi, j'ai encore une question par rapport à quand tu nous parlais justement des modèles de l'environnement et comment on met à jour la valeur des choses selon, ce qu'on en fait. En fait, ça fait quand même beaucoup penser, au fonctionnement d'un ordinateur et au fonctionnement de, ben, voilà, certains algorithmes d'apprentissage et d'ailleurs, toi, tu utilises souvent, en fait, des modèles, finalement, c'est des modèles purement mathématiques pour simuler, en fait, comment la personne prend cette décision. Donc en fait, voilà, c'est un peu comme si nous, on était, des ordinateurs. Tu penses quoi de ça? Qu'est-ce que tu en dis? Moi, je dirais que c'est plutôt les ordinateurs qui sont comme nous, heu si on pense, aux algorithmes d'apprentissage par renforcement, donc là, c'est des algorithmes qui ont été développés à la base par des psychologues, pour comprendre les mécanismes en jeu dans l'apprentissage associatif. Après ces mêmes mécanismes, donc l'intérêt principal de ces mécanismes, c'était d'essayer de formaliser, des mécanismes cognitifs. Et ces mécanismes cognitifs ont après, ces modèles, en fait, ces formalisations de mécanismes cognitifs ont après été utilisés pour apprendre aux machines à interagir avec l'environnement. Donc l'apprentissage par renforcement, elle est extrêmement utilisée dans énormément de domaines, mais typiquement, c'est les domaines dans lesquels, on a besoin, qu'une machine apprend dans un environnement connu, à répéter ou ne pas répéter en action. Hem et ça peut être à l'intérieur de la machine même. Donc, les apprentissages par renforcement, apprennent nos machines à apprendre. Donc, c'est quelque chose sur lequel on peut aussi se questionner sur des impacts qu'on peut avoir. Mais, dans une manière très simple, on peut aussi imaginer en robotique les explorations de, situations de catastrophes ou de planètes, auxquelles on n'a pas accès, se font en fait par l'exploration de l'environnement et d'avoir, des machines qui peuvent apprendre comme nous, c'est quelque chose de très utile. C'est vraiment intéressant. Donc finalement, nous, à la fin du podcast, on aime bien demander, quel est ton, hot topic du moment, donc c'est-à-dire, un sujet qui a piqué ton intérêt particulièrement. Ça doit pas être lié à ton domaine de recherche, mais quelque chose vraiment qui t'a passionné. OK, moi je pense, que c'est vraiment par rapport à mon domaine de recherche. Après, j'ai énormément de passion, dans d'autres domaines. Mais si on reste dans les thèmes, de où je vois le potentiel et c'est sur lequel je travaille maintenant et qui me passionne, c'est vraiment d'essayer de, quantifier ces différences interindividuelles en utilisant, des algorithmes, qui nous permet justement de quantifier de manière précise. C'est dif et de quantifier et investiguer les mécanismes sous-jacents à ces différences interindividuelles, au niveau comportemental, mais au niveau cognitif et au niveau neuronal et de voir comment ces différences interindividuelles évoluent dans le temps. Est-ce qu'elles sont stables? Est-ce qu'elles sont pas stables? De voir si elles arrivent à prédire certaines vulnérabilités, dans l'espace de la santé mentale et potentiellement, sur la base de tout ça, développer des interventions, qui pourraient être mises en place avant, en fait, que, les problèmes, psychiatriques commencent à émerger de manière ouverte. Et en fait, ça pourrait en fait permettre, d'avoir des interventions qui se font de manière précoce avant que tous les cycles dysfonctionnels, se mettent en route et où on doit essayer de tamponner à plusieurs niveaux, et ça devient plus compliqué. Super, ben, alors merci beaucoup pour ta participation, c'était un plaisir de t'avoir. Merci à vous. Merci d'avoir écouté La tête dans les données. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à liker ou laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Et nous, on se retrouve dans 2 mois pour le prochain épisode. À bientôt!